Avez-vous déjà renoncé à votre nature profonde pour vous conformer aux attentes de la société? Nous sommes en 1992, j'ai 12 ans, mon bulletin de notes de jeune collégienne à la main. Papa, maman, j'ai eu 15 de moyenne. La réponse de mon père est sans appel. C'est pas mal, mais tu peux faire mieux. Et tu sais, Ludivine, dans la vie, si tu veux réussir, il faut être la meilleure. Je me construis toute mon enfance et toute mon adolescence sous l'influence de ces mots. Je tente d'être la petite fille parfaite qui comblera les désirs de ses parents. Je réponds à toutes leurs exigences, à toutes leurs attentes. Et très vite, la petite fille modèle devient une salariée modèle. J'ai obtenu tous mes diplômes brillamment, comme on me l'avait demandé, et le Graal, j'obtiens un CDI à l'âge de 24 ans. Waouh! Là, mes parents sont fiers de moi et je me sens aimée puisque je corresponds à leurs attentes. Et vous? Faites-vous les choses pour vous-même ou pour qu'on vous aime? Alors, mon CDI en poche, je suis responsable de 12 départements de la région Ouest pour une belle société lyonnaise spécialisée dans l'immobilier et la défiscalisation. Ouais, je sais, ça fait rêver. Tout ce que je fais, je le modélise à partir de ces hommes qui sont mes collègues. Je me calque sur leur modèle, discipliné, structuré, compétiteur. Je respire et je vis chiffre d'affaires. J'ai même opté pour l'uniforme, enfin le costume conventionnel ou coutumier de ce business. Donc j'arbore mon magnifique tailleur strict noir et blanc, avec quelques nuances de gris de temps en temps quand même. Vous savez, ces couleurs qui pétillent, qui inspirent la joie, la bonne humeur. Mais je gagne très bien ma vie. Et surtout, je suis parfaitement parfaite aux yeux de mes parents. Jusqu'à ce jour, le 28 novembre 2006. Je suis au volant de ma voiture flambant neuve, ma superbe voiture de fonction. Ben oui, quand on est responsable de 12 départements, on a une superbe voiture de fonction. 400 km dans ma journée, c'était pas grave. Je viens de signer un gros contrat avec un investisseur pour un appartement en résidence de tourisme de prestige. Je suis toute pimpante, toute fière, je rentre à Nantes sur cette autoroute A11, le téléphone connecté à ma voiture. Évidemment, il est hors de question de perdre la chance d'avoir un appel d'un client et de rater une vente. Connecté au Bluetooth, un appel. Ce n'est pas un client, c'est ma maman. Ludivine, c'est papa. Est-ce que vous avez déjà senti, une fois dans votre vie, comme si le ciel vous tombait sur la tête, ou comme si le sol se dérobait sous vos pieds? À ce moment-là, je ne sens plus mon volant sous mes mains, je ne sens plus les pédales sous mes pieds, j'ai même l'impression que mon sang ne circule plus dans mes veines. D'ailleurs, je ne sais pas par quel miracle la voiture m'a ramenée en mode pilote automatique jusque chez ma mère. Où là, elle me présente une lettre. La lettre que mon père avait laissée avant de faire le terrible choix de mettre fin à ses jours.
Cette lettre, je l'ai là avec moi. Mais avant de vous en parler, avant de vous confier ce qu'il y a dans cette lettre, je veux que vous sachiez que mon père travaillait depuis plus de 30 ans dans le même hôpital psychiatrique depuis ses débuts, qu'il travaillait, qu'il prenait soin de ses malades, de ses patients, avec amour, malgré des conditions de travail désastreuses, la résultante d'un management technocratique et hiérarchique qui fait qu'au quotidien, il côtoyait désengagement des cadres et des salariés, absentéisme, burn-out et suicide. Mais cette fois-ci, c'est lui qui démissionnait définitivement. Par ces quelques mots, je veux vous dire adieu à tous. Merci tout d'abord aux amis et collègues de travail qui ont su ou pu m'apprécier quelque peu tel que j'étais. Moi qui aimais tant la vie, les gens, je les quitte car ma volonté de vivre, mon optimisme ne peuvent plus faire face à l'épreuve de chaque jour qui était un éternel combat. Alors que j'ai eu pendant bientôt 30 ans m'occuper des laissés-pour-compte et des indigents, je n'ai pu assumer ma propre vie. Merci et pardon à ma femme et à mes bons enfants qui ont fait que j'ai pu tenir jusque-là, car je les aime plus que tout au monde, mais mon mal-être l'emporte. Moi qui aimais tant la vie, tant les gens, je n'ai pas pu assumer ma propre vie. Et mon mal-être l'emporte. Ces mots résonnent encore très fort dans ma tête. Mais à ce moment-là, ce que je ressentais, c'était de la colère. De la colère. Voilà ce que je ressens. Mon père, qui m'avait dicté toute mon enfance, toute mon adolescence, toute cette période où l'on se construit, il m'avait dicté comment faire. Il m'avait dicté comment je devais mener ma vie, comment je devais réussir ma vie, et là, il m'abandonnait. Et en plus, il m'abandonne 4 jours après mon 26e anniversaire, et 4 jours après que je lui ai demandé de m'accompagner à l'hôtel le jour de mon mariage, l'été suivant. À ce moment-là, je peux vous dire que pour ne pas s'effondrer, il faut agir. Alors d'un tempérament plutôt déterminé et volontaire, je me questionne tout de suite. Et moi, est-ce que je sais qui je suis ? Est-ce que je sais comment assumer ma propre vie ? Et vous savez, tous, dans la salle, si vous assumez votre propre vie ? Il fallait que je trouve des réponses. Alors évidemment, quand vous arrivez chez votre médecin traitant après un choc de ce genre, la première chose qu'il me dit, c'est « Mais mademoiselle le mariée, après une épreuve aussi douloureuse, on va voir un psy. Ça va vous faire du bien. » Ok, je m'exécute, je suis prête à tout, et surtout, je ne veux pas me laisser droguer par tous ces médicaments qu'il veut me donner. Donc je vais chez le psy. Mademoiselle le mariée, asseyez-vous, je vous en prie. Racontez-moi. Je m'exécute. Voilà ce qui s'est passé, bla, 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 bla. Une alarme retentit, ça fait 45 minutes, ça sera 60 €. Merci, au revoir. Je sors. Autant vous dire que mon expérience n'a pas été des plus convaincantes. Il ne me reverra jamais. Ensuite, je teste des méthodes plus ou moins conventionnelles, comme la méditation. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la méditation n'est pas autant démocratisée qu'aujourd'hui. Nous sommes en 2007. Avez-vous déjà essayé de tenir en position du lotus pendant 1 heure, à main levée? Qui a déjà réussi
à tenir en position du lotus pendant 1 heure. Bon, je crois que, voilà, vous avez tout dit. Alors moi, au bout de 5 minutes, j'avais déjà des crampes et j'avais déjà mal partout. Je ne vous dis pas que la méditation et la psychothérapie sont de mauvaises méthodes. Je dis que la psychothérapie et la méditation n'étaient pour moi, à ce moment-là, pas la bonne méthode. Parce que je nourris encore trop de colère en moi. Il me faut un déclic. Il me faut un électrochoc. Vous savez, qui vous tombe sur la tête comme ça, sans prévenir. Et là, je me retrouve dans un bureau très cocooning, joli fauteuil marron, des murs tapissés de cadres avec des affirmations de psychologie positive. Je suis les yeux dans les yeux avec un coach pour la première fois. Ce coach me dit, d'un ton aussi doux que ferme, « Ludivine, vous pouvez continuer comme ça et en vouloir à votre père toute votre vie, ou vous pouvez décider de lui pardonner et de trouver le cadeau caché derrière cette épreuve pour évoluer. » Pardon ? Le cadeau caché. Mon père vient de m'abandonner, mon père vient de suicider, et on me demande de trouver un cadeau. C'était invraisemblable. Une fois l'information digérée, une fois le goût amer de cette remarque passé, je me rends compte qu'elle avait raison. Par ce geste radical, mon père me redonne ma liberté et surtout me laisse le plus beau message qui soit. Découvre qui tu es et assume ta vie pour la vivre pleinement. À partir de ce jour-là, je décide que plus jamais rien ni personne ne me dicterait les comportements que je dois adopter, ne me dirait comment assumer ma vie et quelle femme je devais être. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je m'étais tellement calquée sur ces hommes qui m'entouraient dans ce business que je n'étais plus moi-même. Donc là, je suis partie en quête de moi-même. Et j'ai décidé de me former. 6 longues années passées à étudier en parallèle de mon job et à découvrir tous les mécanismes de la psychologie humaine par le biais de lecture d'innombrables livres, jusqu'à même obtenir un diplôme de thérapeute en soins énergétiques. Au bout de 3 ans passés à étudier sur mes congés payés. Et là, je découvre tous les secrets de l'énergie du corps humain et de l'esprit. À partir de là, je décide que plus jamais je ne managerai de la même manière. Donc tout ce que j'apprends, toute la quintessence de ces enseignements, de ces leçons, je l'applique, je mets un point d'honneur à l'appliquer dans mon management. Et résultat, les effets se sont fait ressentir presque immédiatement. Mes collègues, mes confrères masculins s'étonnaient même de me voir devenir plus performante, plus de succès, plus de chiffre d'affaires. Et surtout, conséquence inattendue en 2012, on me propose d'intégrer une grande holding nantaise spécialisée toujours dans la défiscalisation immobilière et l'investissement, mais en qualité de manager de réseau pour animer des équipes de conseillers en gestion de patrimoine. Donc une grande évolution pour moi.
évidemment, je n'intègre pas ce poste de la même manière que j'avais intégré l'autre à 25 ans, et je décide de ramener toute ma nouvelle philosophie. Je ne renie plus ce que j'appelle mon leadership féminin. Alors, pour moi, le leadership, déjà, c'est une notion importante. Nous n'avons pas tous la même définition, et c'est OK. Pour moi, le leadership, c'est l'art d'inspirer par l'exemplarité, d'impacter positivement les équipes, par notre rayonnement, par notre authenticité, que l'on soit homme ou femme. Pourquoi je vous parle de leadership féminin? Parce que j'avais moi-même reconnecté avec ces atouts que j'avais enfouis pour imiter mes anciens modèles. Les atouts comme la bienveillance, comme la douceur, comme l'empathie, comme le cœur. Et ces atouts, c'est ce qui en fait mon succès. Les effets positifs dans l'entreprise étaient instantanés. Relations de confiance avec les clients et avec les partenaires, collaborateurs heureux au travail et chiffre d'affaires en constante évolution. Donc évidemment, au bout de quelques années, je retrouve le sourire, je remets de la couleur dans ma vie et dans mes vêtements. J'énerve un peu ces messieurs, pour le coup, qui ont gardé le célèbre costard cravate noir et blanc. Je n'ai rien contre ça, ne vous inquiétez pas. Et en 2015, je me dis que je ne peux pas ne pas partager tout ce que j'ai appris. Donc je décide de quitter ce job très sécurisé, très confortable, pour me jeter dans l'entrepreneuriat, sans filet. D'abord, je me consacre aux femmes entrepreneurs et managers pour qu'elles puissent comprendre qu'elles peuvent asseoir leur légitimité, booster leur confiance, renforcer leur charisme, pas en jouant des jeux de rôle, parce que ces jeux de rôle, ce sont des jeux de rôle qui nous tuent. J'avais une couche de masque perso à la maison, masque pro au travail. Ça, c'était l'ancienne femme d'affaires que j'étais. Mais aujourd'hui, j'étais en mesure de leur dire, vous n'avez pas besoin de renier qui vous êtes pour réussir dans votre poste. Et j'insiste vraiment sur le fait que ces atouts dits féminins sont évidemment aussi associés aux hommes. Vous savez, ce sont souvent les hommes, et j'en ai rencontré bon nombre depuis que je suis formée par le Québec, ces hommes managers et entrepreneurs, dirigeants, DRH, qui disent « Mais moi, j'assume complètement mon côté féminin ». Donc à partir de là, eh bien, je me dis que je ne dois pas réserver mes enseignements qu'aux femmes, mais les étendre aux entreprises et à leurs salariés, dirigeants, DRH, tous ces gens que vous représentez aujourd'hui. Par le biais de coaching, par le biais de formation, par le biais de conférences, peu importe le support. L'idée, c'est de travailler main dans la main, les hommes et les femmes ensemble, riches de leurs différences, et vraiment dans cette complémentarité. Parce que nous avons été, pendant des années, sous l'influence, et c'est la réalité, pendant des siècles, nous avons vécu dans une société patriarcale qui finalement était régie par la puissance de la domination masculine contrôlante. Et ensuite, l'industrie manufacturière a fait qu'être un homme fort était un atout majeur pour les entreprises. Et surtout pour faire vivre leur famille aussi. Mais aujourd'hui, à la fin de cette conférence, vous, DRH, dirigeants, managers, vous pouvez, je vois que le temps est passé, donc je vais juste conclure là-dessus, vous pouvez agir. Vous pouvez tout de suite
vous dire qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau. Comment je peux mettre en place des actions concrètes pour inspirer le changement. Et ça passe évidemment par soi en priorité, pour ensuite impulser dans le collectif. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est ça la métamorphose du management. C'est travailler tous main dans la main, co-créer nos futures entreprises et les entreprises qui, aujourd'hui, ont besoin encore d'évoluer. Et surtout, souvenez-vous des mots de mon père. Parce que le mal-être au travail, ce n'est pas que des chiffres ou des statistiques. Le mal-être au travail, parfois, on en meurt.